études de marché notamment. Et la French Tech, donc, avec qui nous sommes partenaires et ravis de l'être, nous a proposé d'animer sur ce thème-là en sondant ses adhérents, et les deux pays, Espagne et Grande-Bretagne, sont venus en tête de liste. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai nous avons le plaisir d'accueillir les deux représentantes de Madrid, Espagne, et Londres pour la Grande-Bretagne, à qui je vais laisser la parole tout de suite. Bonjour à tous. D'abord, juste une vérification de son, ça passe toujours bien? Parfaitement. D'accord, merci beaucoup. Merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Merci à la Chambre de commerce et d'industrie, au CIC, à la French Tech d'avoir pensé à nous pour animer ce webinaire. Donc, quelques mots sur mon parcours d'abord. Donc, j'ai fait des études spécialisées en commerce et management franco-ibérique après un coup de cœur que j'ai eu pour l'Espagne lors d'un voyage de fin de troisième. Donc, j'ai organisé mes études de façon à pouvoir y revenir, ce qui m'a amené effectivement à faire un DESS à Bordeaux, spécialisé commerce et management franco-ibérique. Donc, après ces études supérieures spécialisées, j'ai eu un petit parcours quelques années en France dans les secteurs banque, assurance et équipement médical. Et ensuite, donc en 2007, j'ai eu l'occasion d'intégrer la représentation du CIC en Espagne comme chargée d'études, ce qui m'a permis de revenir m'installer en Espagne. Et puis en 2016, donc j'en ai pris la direction. Donc en quelques mots, le bureau est composé de 5 personnes, toutes bilingues français, espagnol et biculturelles bien évidemment. On a des parcours un peu différents et complémentaires, ce qui nous permet justement d'accompagner les sociétés qui sont intéressés par l'Espagne dans tous les secteurs d'activité que l'on connaît. Donc voilà, le bureau a été créé dans les années 80. Et depuis lors, donc, accompagne les sociétés dans leur projet de développement. Donc quand on pense à l'Espagne, bien souvent, en fait, quand l'Espagne est évoquée lors d'une conversation, on pense vacances, on pense climat, gastronomie, qualité de vie, et c'est justifié. Ça peut effectivement développer un intérêt pour ce pays. Mais au-delà de ces aspects, je vais mettre en avant d'autres attraits qui sont à prendre en compte lorsque l'on souhaite développer son business. D'abord, quelques aspects généraux, notamment liés au maillage de l'Espagne. Donc, l'Espagne est un pays qui est très performant en termes d'infrastructure, mais que ce soit au niveau routier, autoroutier, mais pas seulement, puisque l'Espagne dispose de 49 aéroports, 46 ports, et a aussi le premier réseau ferroviaire à grande vitesse d'Europe, donc avec plus de 4000 km de voies ferrées. Donc ça en fait un pays très bien maillé et facile d'accès pour les Français, évidemment. Ensuite, avec 47 millions d'habitants, l'Espagne est le 4e pays le plus peuplé, donc intéressant en termes de potentiel client, évidemment. 78% de la population est urbaine, donc principalement concentrée dans quelques puissants pôles économiques régionaux. On va trouver Madrid dans le centre du pays, ensuite Barcelone et Valence sur la façade est, et pour citer une ville dynamique qui se trouve dans le nord, on peut penser à Bilbao. Donc chacune avec des spécificités en termes d'activité notamment. Et lorsque l'on souhaite se développer dans le pays, le fait qu'il y ait cette concentration dans les pôles économiques peut faciliter l'identification et de partenaires et ou de clients. L'Espagne est aussi un partenaire clé de la France puisqu'elle est son premier client et son 3e fournisseur. Mais au-delà des flux import-export entre les deux pays, on sait aussi que l'Espagne compte à peu près 1500 entreprises françaises qui sont implantées. Donc c'est vrai qu'il y a déjà un environnement qui est propice en tout cas au développement français en Espagne. Un autre attrait qu'on peut prendre en compte, c'est que l'Espagne peut être un tremplin vers l'Amérique latine et le Maghreb, avec lesquels il existe des liens historiques, culturels et linguistiques. D'ailleurs, certains de nos clients à qui nous avons trouvé des partenaires espagnols présents sur ces zones plus lointaines ont pu bénéficier de ces passerelles avec ces différents pays, différentes zones géographiques en tout cas. Ensuite, on peut penser aussi aux nombreux accords bilatéraux et axes de coopération entre la France et l'Espagne, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau scientifique, policier ou encore technique, qui peut être un levier de développement sur notre secteur d'activité, donc à avoir à l'esprit aussi. Et pour finir sur les aspects généraux, je mentionne quelques secteurs porteurs, pour n'en mentionner que quelques-uns, comme la santé pour 2 raisons principales. D'abord parce que c'est un pays qui a un défi démographique très important
puisque d'ici 2050, en fait, 16 millions d'Espagnols auront plus de 65 ans. Donc, il va y avoir des besoins en maison de retraite et services connectés qui vont évidemment doubler. Et sur le secteur santé aussi, on a assisté depuis quelques années, et depuis notamment la pandémie avec une accélération certaine, à la numérisation du secteur. Donc là encore, les fonds, en tout cas une partie des fonds européens Next Generation vont être alloués à la numérisation du secteur santé. Donc, si vous êtes sur des sujets tels que ceux-là, ça peut effectivement être un moment opportun pour penser à votre développement. Je parle aussi de l'agroalimentaire, puisque c'est le premier secteur industriel en Espagne qui représente 3% du PIB, mais surtout qui représente 15% du total des échanges entre la France et l'Espagne. Donc c'est pareil, si vous êtes sur ce secteur-là, ça peut être un levier. Et enfin, le troisième secteur qui est commun à de nombreux pays, sera celui de la digitalisation, car moins de la moitié en fait, des entreprises et de l'administration publique avaient initié le processus de transformation digitale avant la pandémie. On sait aussi qu'il y a une brèche très importante entre les PME et les GE, puisque seuls 14% des petites sociétés avaient un plan de digitalisation contre 70% pour les grandes. Donc là encore, le gouvernement espagnol a décidé d'allouer une partie des fonds Next Generation à ce sujet de digitalisation et du secteur public et du secteur privé. Donc pour passer au sujet qui vous intéresse, plus particulièrement, donc celui des startups, j'ai souhaité partager quelques informations qui vous permettent de mieux appréhender le secteur, ses tendances et son environnement. Donc les chiffres que je partage sur ces slides, ils sont issus donc, de plusieurs sources évidemment, dont celle d'Invest in Spain. Là on voit sur les différents graphiques qu'en 2021, par exemple, l'investissement dans les startups espagnoles a été historique. Je mentionne les 413 opérations, et évidemment le montant qui était à l'époque à 4,3 milliards d'euros, dont 2,7 justement par des fonds étrangers. Donc en fait on voit que en 2021 il y a eu un certain nombre d'opérations, en 2022 le nombre d'opérations a augmenté, mais le volume a diminué. Et donc la baisse s'explique notamment par le fait qu'il y a eu moins de méga-tours de plus de 50 millions d'euros que l'année précédente. En revanche, on observe que dans les phases pré-seed et seed 1, le nombre d'opérations a augmenté aussi en volume, ce qui est plutôt favorable à l'écosystème puisque cela représente quand même un plus grand nombre d'opérations. Et enfin, sur les investissements servicés, pareil, on a assisté à une augmentation sur la durée. Un autre point aussi qui peut se dégager de ces graphiques, c'est que Madrid et Barcelone donc, ont consolidé leur position de destination phare. Une année sur l'autre, l'une des deux destinations d'ailleurs prend la tête, mais globalement, c'est vrai que ce sont les deux destinations phares que l'on retient, avec Valence et le Pays Basque qui suivent l'an dernier. Et ensuite, ce que je vous disais donc, juste avant, c'est qu'effectivement, on s'est aperçu depuis déjà quelques années que les investissements des fonds étrangers ont explosé puisqu'ils sont augmentés de 335% en un an. Donc les pays d'origine de ces investisseurs les plus actifs, en tout cas, étaient d'abord les États-Unis avec à peu près 108 opérations, le Royaume-Uni avec une soixantaine, et puis on va retrouver la France donc, en troisième position avec un peu plus d'une vingtaine d'opérations. Donc c'est pareil, là, on voit qu'effectivement il y a un intérêt de plus en plus flagrant pour l'Espagne sur ces sujets d'investissement dans les startups. Donc un point aussi qui peut peut-être vous intéresser, c'est qu'effectivement tout ce qui est investissement étranger et mixte représente à peu près 90% du volume des investissements espagnols. Pour passer donc aux secteurs les plus performants et donc les tendances qui sont inscrites dans la durée, je suis remontée à 3 ans, sachant qu'en 2020, évidemment, ce qui est une année atypique au vu de ce qui s'est passé au niveau international. Donc les deux secteurs qui se démarquaient à l'époque étaient plutôt mobilité et logistique. En 2021, ça s'est un petit peu élargi avec des prestations de services B2B qui ont pris le relais, les secteurs de l'immobilier, de la prospect, on va retrouver aussi les secteurs plus traditionnels comme la mobilité et la logistique. La fintech et l'insurance se sont également développées cette année-là et on a vu effectivement qu'un boom se développait, notamment au niveau des logiciels, puisque c'est pareil, il y a une croissance de 1400% par rapport à l'année précédente sur ce secteur-là.
Et en 2022, effectivement, la densité, la richesse des secteurs qui a créé sur ces sujets-là s'est encore développée avec effectivement le secteur des affaires qui nous prenait la tête, le secteur du voyage, tourisme, évidemment, sur le sujet Espagne, c'est toujours un sujet qui est d'actualité, mobilité logistique, marketing et publicité, immobilier, PropTech. Ensuite, on a d'autres secteurs qui se sont bien positionnés avec des opérations plus petites, mais quand même très nombreuses, tout ce qui est fait à la santé au bien-être, FinTech, FoodTech et EdTech également. Alors pourquoi parler de l'Espagne en particulier? Eh bien, c'est parce qu'il y a quand même des environnements favorables qui se présentent et qui, évidemment, poussent à l'implantation ou au moins à l'investissement sur cette zone. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, il existe depuis quelques semaines déjà deux French Tech en Espagne. Celle de Barcelone, qui a été lancée donc en 2016 et qui est désormais bien assise, et celle qui est toute récente, puisqu'elle a été lancée il y a quelques semaines à Madrid, donc, qui est dirigée par Blanc Bouteille. Donc déjà, c'est vrai que ça positionne un peu l'environnement French Tech sur le territoire espagnol. Un environnement favorable, pourquoi? Parce que c'est vrai que vous verrez là sur la carte Espagne, il y a des groupements d'entreprises innovantes qui s'appellent des AEI. Donc, ce sont des clusters qui ont accès à un programme d'aide du ministère et programme qui couvre par le biais de subventions différentes actions liées à l'innovation. Par exemple, ça peut être la réalisation d'études de faisabilité technique, ça peut être aussi le développement d'activités innovantes dans les produits, que ce soit bien ou service, ou encore des innovations dans tout ce qui peut être processus, par exemple des changements dans les moyens de production ou de distribution. Aussi des innovations qui soient liées à l'organisation ou au marketing. Donc, le fait de pouvoir faire partie de ces clusters, je dirais, peut tout à fait être un levier de développement selon votre activité. Et si vous souhaitez justement regarder un petit peu ce qui s'y passe sur le lien qui est indiqué donc, en bas de l'écran, cluster BIME, vous pouvez faire des recherches par type d'activité et zone géographique pour voir si effectivement, dans votre secteur d'activité, où se trouvent les clusters et comment sont-ils organisés, les sociétés qui en font déjà partie, donc avoir un certain nombre d'informations en amont. Donc, outre ces clusters qui peuvent nourrir votre démarche, on trouve également de nombreux parcs scientifiques et technologiques. Pareil, on a une multitude d'incubateurs et accélérateurs dédiés aux startups qui sont répartis sur tout le territoire. Donc, tout cet environnement peut nourrir votre intérêt pour le pays, prendre des contacts en amont et effectivement glaner des informations pour voir si pour votre produit ou le service que vous proposez, il y a déjà un terrain favorable. Ensuite, on va trouver des événements, un environnement favorable au niveau de programme. Je vous parlais d'Events in Spain, qui a permis de nourrir ma présentation, met en place un programme qui s'appelle Rising Up, qui aide donc les startups étrangères à s'établir en Espagne avec un partenaire local. Au-delà du territoire espagnol, on a aussi des régions qui mettent des programmes spécifiques pour attirer les investissements, attirer les talents dans leur propre région. À Madrid, on va trouver par exemple le programme Madrid Investment Attraction qui permet un soft funding de à peu près 6 mois. Donc, la région de Madrid va vous mettre un espace à disposition gratuitement pendant 6 mois, va vous permettre effectivement d'accéder à certaines formations, va organiser des rencontres sectorielles, etc. Donc là encore, ça peut tout à fait vous aider dans un premier temps à vous installer en Espagne. On parle d'environnement favorable toujours aussi par rapport à l'environnement industriel espagnol qui est relativement dynamique et on va trouver des multinationales qui sont très ouvertes à l'innovation. Donc c'est pareil, je ne dis pas que ce soit propre à l'Espagne, mais en tout cas l'Espagne se nourrit de ce terrain et de cette volonté d'accélérer l'innovation qui soit intégrée dans des sociétés, de grandes sociétés et des sociétés un peu moins grandes.
Donc, pour s'imprégner des tendances et connaître un peu le tissu des entreprises, au-delà des éléments que je viens de vous présenter, vous pouvez aussi tout à fait assister à des salons sectoriels sur des sujets qui sont liés à votre activité et notamment à l'innovation et les startups. Notamment à Barcelone, vous connaissez certainement la Mobile World Congress qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. En parallèle de ce congrès, vous avez aussi 4Y4N qui se développe à Barcelone, qui est dédié justement aux startups. Vous avez aussi le salon de l'IoT à Barcelone, qui est très riche et qui se déroule toutes les années. À Madrid, on va avoir prochainement le South Summit, qui se déroule toutes les années aussi et qui est très propice en fait au développement de relations. Et à Malaga, qui est une zone qui se met de plus en plus en avant en termes d'innovation, en termes d'attraction, d'attractivité. On va avoir le Digital Enterprise Show, pareil au mois de juin. C'est un salon qui se développait il y a quelques années à Madrid et qui finalement a choisi Malaga pour suivre son développement sectoriel. Donc voilà, à tout ceci en fait viennent s'ajouter différentes aides et incitations de l'administration publique espagnole et les différentes aides que vous pouvez connaître, les aides européennes. Donc voilà, enfin pour alimenter encore une fois vos réflexions sur l'Espagne et le fait qu'il y a cet environnement favorable qui soit déjà mis en place, fin 2022, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée, donc loi des startups, qui fait partie du plan Spain Entrepreneurial Nation, qui présente une série de mesures visant à promouvoir le développement numérique en Espagne. 50 de ces mesures concernent les startups et leur écosystème. Donc, évidemment, les principaux objectifs de cette loi, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait de capter le talent, d'éviter la fuite des cerveaux, dont l'Espagne a pu connaître il y a quelques années, et de capter les investissements. Donc, en grosso modo, qu'est-ce qu'apporte cette loi? Ça va être moins de taxes et moins de bureaucratie. Donc, par exemple, concernant les taxes, l'impôt sur le revenu des non-résidents passe de 25% à 15% au cours de la première année, où la base imposable est positive, et au cours des 3 périodes suivantes, tant que la qualification évidemment de démarrage est maintenue. Ensuite, on va avoir des options d'achat d'actions qui seront privilégiées comme forme de rémunération. Donc le montant de l'exonération a été porté de 12 000 € à 50 000 € par an. En 4 000 je pense qu'on se rapproche des taux pour les d'ailleurs. Cette loi porte également la déduction maximale pour les investissements dans les entreprises nouvelles ou récemment créées de 60 à 100 000 € par an. Donc c'est pareil, c'est une incitation fiscale qui va pouvoir s'appliquer et aux investisseurs et aux entrepreneurs. La déduction va passer de 30 à 50%. Donc ce sont des petites mesures et relativement significatives qui ont vocation justement à favoriser l'implantation en Espagne. Donc c'est pareil. On va aussi avoir un délai qui considère qu'une start-up reste une start-up, qui était de 3 ans, qui est passé à 5 ans et qui dans certains cas peut passer à 7 ans, comme par exemple dans les secteurs alimentation et boissons. Donc, là, voilà, c'est plus une mesure niche pour le type de secteur, mais néanmoins qui a mérite d'exister. Et en ce qui concerne la bureaucratie, je vais mentionner deux aspects qui peuvent être intéressants. C'est qu'effectivement, l'obligation d'effectuer des paiements échelonnés pour l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des non-résidents, donc, au cours des 2 années suivantes, celle où la base imposable est positive, a été supprimée. Et d'autre part, une démarche administrative qui était quand même pesante, qui consistait pour les investisseurs non-résidents à obtenir un numéro d'identification des étrangers. Ça a été supprimé. Donc, il suffit qu'eux-mêmes ou leurs représentants obtiennent un numéro d'identification fiscale. Donc, c'est pareil. Donc, ça fait en sorte que les mesures soient moins contraignantes, les délais soient plus restreints et donc faciliter l'atterrissage, en tout cas en Espagne. Donc, ça, c'est effectivement les quelques mesures que je pouvais mettre en avion concernant l'environnement favorable. La présentation maintenant va concerner en fait un exemple d'accompagnement de start-up en Espagne que le groupe a accompagné. Donc, au-delà du bureau de présentation qui a accompagné ce client, le groupe et mes collègues français effectivement ont accompagné cette société dans tout le processus dans la démarche de développement de cette
entreprise qui était spécialiste, qui est toujours spécialiste de la conception et de la fabrication de produits et de solutions d'identification sécurisée des personnes et objets. Donc, notre client avait émis le souhait d'appréhender du mieux possible le marché espagnol et de déterminer la bonne localisation pour son implantation. Il avait déjà en tête le fait qu'il souhaitait s'implanter en Espagne, connaissant un petit peu l'Espagne, parce que, effectivement, au niveau commercial, il estimait, à juste titre d'ailleurs, que les relations étaient plus faciles à développer et à conserver en étant sur place. Donc, ce que le bureau a fait pour lui, d'abord consistait en fait en une étude de marché du contrôle d'accès en Espagne. Donc, cette étude s'est faite sur la base de recherche documentaire évidemment, mais aussi d'échanges avec des experts, avec des associations sectorielles, des journalistes, des entreprises, des installateurs. On a essayé de faire un maillage de contact sur toutes les verticales de l'activité de notre client. Donc, ces investigations ont permis d'identifier les fabricants étrangers et locaux qui étaient positionnés sur le même type de produits, sur le réseau de distribution aussi, qui concernait ce client en Espagne, sur effectivement un composant qui sont donc les intégrateurs qui sont très, très importants en Espagne pour porter certains produits, dont les produits liés au contrôle d'accès. Et puis finalement, on s'est rapproché aussi d'installateurs que l'on a mentionnés dans notre rapport, qui peuvent être aussi de bons leviers dans le démarrage d'une activité en Espagne. Puisque finalement, ce sont eux qui vont connaître les marques, savoir comment les installer et qui peuvent faire remonter d'ailleurs leur connaissance à des donneurs d'ordre. Donc, pour compléter ce mapping de la distribution et des acteurs, on a aussi fait un mapping des projets, des grands projets de contrôle d'accès qui allaient se développer en Espagne. Donc, ça concernait notamment le siège bancaire, les grands meubles corporatifs qui pouvaient avoir des besoins de contrôle d'accès, entre autres les réseaux de succursales, ou les immeubles, des sièges de sociétés, de grandes sociétés qui effectivement avaient des besoins spécifiques. Mais au-delà de ces grands donneurs d'ordre, ce qu'on a mis en avant aussi, c'est qu'effectivement, il y avait des besoins dans tout ce qui était réseau de communication, de transport de passagers, donc comme le métro, les gares, qui sont aussi bons consommateurs de contrôle d'accès, et tout comme d'ailleurs les entreprises technologiques et télécommunications espagnoles. Donc en fait, l'approche de ces différents interlocuteurs nous a permis quand même de présenter la gamme de produits de notre client et de recueillir les premiers avis qui s'avéraient favorables. Donc évidemment, ça a facilité la prise de décision de notre client qui s'est dit, bon, ben, voilà, tout a été validé côté potentiel, je connais maintenant mieux l'organisation du marché espagnol, donc je confirme le fait de m'implanter en Espagne. Et par rapport au réseau de partenaires potentiels et clients potentiels que l'on avait identifiés, le client a décidé donc de lancer son implantation à côté de Barcelone. Donc voilà. Pour cela, eh bien, pour la constitution de la filiale, nous avons mis le client en relation avec un cabinet d'avocats, mais pas que, donc cabinet aussi comptable pour porter toute la comptabilité espagnole liée à la société à responsabilité limitée qui a été créée, la banque pour le dépôt de capital social, etc. Donc l'objet est toujours de faciliter la connaissance et puis l'exécution de projets en Espagne. Donc maintenant, avec effectivement les années qui se sont écoulées, la filiale a développé son courant d'affaires et qu'elle, par le biais de certains de ses clients, comme je l'évoquais un peu avant dans la présentation, le client a pu suivre certains d'entre eux dans leur développement en Amérique latine. Donc par l'Espagne, le développement d'activités en Amérique latine lui a été possible. Donc, en dehors de l'activité du bureau de représentation sur ce projet, comme je vous le disais, mes collègues en France sont évidemment intervenus dans tout ce qui était mise en place de dossier COFAS, business plan sur 5 ans, plan d'investissement, etc. Donc, nos deux interventions, en fait, permettent d'avoir une couverture globale d'un développement, que ce soit l'étude du projet jusqu'à la finalisation, sachant qu'on a effectivement tout intérêt à le faire puisque les clients sont des clients bancaires. Donc, si effectivement il y avait un souci sur un sujet, ben, ça pourrait remettre en question la relation bancaire, ce qui est loin d'être ce que l'on souhaite.
Voilà, donc rapidement pour la partie Espagne, je vais céder la parole à Géraldine et puis ensuite on pourra revenir sur les questions que vous avez, que ce soit sur le marché Espagne ou le marché UK. Lorraine, merci beaucoup. Avant de passer la parole à Géraldine, j'ai une petite question. Vous voyez la salle? Non. Non. Ok, alors c'est peut-être pas... On veut pas de photo en fait. Oui, c'est pas exceptionnel, effectivement. Bah, je vais mettre la caméra et je vais tourner mon ordi. Je pensais que vous deviez la voir. Non, on est en blackout. Ah oui, ça ne devait pas être très agréable pour toi, Lorraine. Désolé. Je vais tourner là. Alors, on voit les lumières, bien. Je pense que c'est la caméra qui est là. C'est la caméra là-haut. Ah oui, alors, c'est sûr que... C'est un petit peu mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. D'accord, mille excuses. Non, c'est rien. Bonjour à tous. Merci Lorraine pour passer la main. Et puis, merci de nous accueillir ce matin. Rapidement sur mon parcours, donc je suis Géraldine Thibon, je dirige le bureau de collaboration du CIC au Royaume-Uni, qui couvre les 4 pays du Royaume-Uni et la République d'Irlande. Rapidement sur mon parcours, moi ça fait plus de 15 ans maintenant, j'accompagne des entreprises dans leur développement international au Royaume-Uni. J'y suis moi-même établie depuis plus de 20 ans et au cours de mon parcours, j'ai eu l'occasion vraiment d'accompagner des entreprises de toute taille, de grandes entreprises, mais aussi des startups en cible. On va en parler justement aujourd'hui. Alors, l'idée, je voulais vous faire un petit portrait rapide du pays. Je pense que tout le monde connaît un peu dans les grandes lignes un marché formé de 4 pays. Ça a son importance parce que chacun a une dynamique culturelle propre. Par exemple, l'Écosse n'est pas l'Angleterre n'est pas le Pays. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit lorsqu'on cherche à s'y implanter et à travailler avec ce pays-là. Et on va aussi revenir sur la caractéristique géographique de certains secteurs. Et c'est 65 millions d'habitants, donc sur un condensé de pays qui fait à peu près la moitié du territoire français, globalement, vous avez le même nombre d'habitants. Donc une concentration urbaine assez importante et on va dire un marché assez équivalent en termes de population. Une position économique phare, vous le savez, voilà, on est parmi les puissances économiques mondiales, c'est la première place financière européenne. On est sur un pays aussi où, bien évidemment, il y a une inflation galopante ces derniers 12 mois, comme beaucoup de pays européens malheureusement. Ceci dit, cette situation économique a été tempérée très récemment, puisque le budget gouvernemental est sorti il y a à peine 2 semaines. Et donc cette position a été un peu tempérée et on pense qu'il y aura peut-être une récession technique, mais qu'elle ne durera pas et qu'on retrouvera des niveaux d'inflation assez standards d'ici 2024. Donc plutôt réconfortant. Une consommation dynamique, ouverte à l'innovation, il faut garder à l'esprit que le consommateur britannique consomme en ligne depuis très longtemps. On est le 4e marché mondial de l'e-commerce. Ça a son importance parce que ça veut dire que quand on s'adresse au secteur de la tech, ce sont des personnes que l'on nomme savées. Et on entend souvent ça de la part de nos clients, entreprises qui se rendent sur le pays et qui nous disent que la culture tech, et en tout cas la connaissance tech de l'anglais moyen avec lequel ils travaillent, est souvent assez avancé. Et donc, le niveau de dialogue, là aussi, a son importance. C'est un environnement favorable à la création d'entreprises, on va y revenir, c'est vrai pour toute entreprise, y compris les startups. On crée une société en 24 heures au Royaume-Uni, ce qui prend un peu plus de temps que c'est une ouverture de compte, mais là encore, vous avez des réseaux qui sont là pour vous aider, on en fait partie. C'est un marché tremplin idéal pour conquérir des marchés internationaux anglo-saxons. On est sur des marchés du Commonwealth, on a des liens très forts avec les États-Unis. Des fois, on est un peu le 51e État. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui viennent jouer aussi sur l'attractivité du pays. Et puis, une notion qui n'est pas inintéressante lorsqu'on est une jeune société et qu'on vient se positionner sur ce marché, c'est qu'il existe une communauté française de plus de 300 000 ressortissants. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien sûr, vous allez chercher à capter un marché qui est le marché britannique.
Mais ça veut dire que pour un marché test, si votre produit, votre service est déjà connu en France, vous avez une base de consommateurs plutôt disposés à écouter peut-être qu'il la connaît déjà, qui est quand même établie. Donc pas inintéressant à regarder à ça. Pour vous faire un petit peu le sommaire du paysage tech au UK, donc le pays est leader européen du secteur, troisième acteur mondial derrière les USA et la Chine, et sachant qu'en 2022, cette position de troisième est disputée puisque le UK s'est passé deuxième. Enfin, historiquement, on est troisième acteur. Ce qui est intéressant sur ces chiffres, regardez un petit peu, c'est que le Royaume-Uni, c'est le pays européen où on a le plus d'unicornes, mais le chiffre que j'ai particulièrement voulu souligner, c'est ce qu'on appelle les sous-unicornes. Donc, c'est startups qui sont en passe dans les 24 maximum prochains mois de passer unicorn. Et vous voyez que ce chiffre aujourd'hui, il est placé, alors le cluster dépend selon les sources, parce que ça dépend un petit peu la date à laquelle on le prend, mais à l'heure actuelle, il est passé à plus de 200 sociétés. C'est assez révélateur du dynamisme et du fait que c'est un secteur qui dont la santé va être pérenne. Un autre facteur clé du phénomène, c'est la croissance régionale. On a souvent l'image que la tech, c'est long et que quand on veut se développer au Royaume-Uni, il faut être à Londres. C'est pas nécessairement vrai. La croissance est véritablement régionale dans le pays. On a 8 villes, au moins 2 licornes. Alors certes, le Royaume-Uni compte la totalité même des licornes sur la fintech. Mais des villes comme Bristol, Cambridge, Edinburgh, Leeds, Manchester, Nottingham, offrent des possibilités qui sont extrêmement intéressantes. Le nombre d'incubateurs, le nombre d'accélérateurs qui sont disposés dans ces villes. Et la proximité surtout avec des entreprises de certains secteurs. Quand vous allez parler par exemple de villes comme Nottingham, de villes comme Leeds, vous allez parler de villes comme Manchester, vous avez un tissu économique industriel par exemple qui est extrêmement fort et qui peut être plus intéressant parfois selon votre secteur d'activité que d'être établi à Londres. Donc cette croissance régionale, c'est vraiment un indicateur clé que les investissements sont répartis sur l'ensemble du pays et que le secteur sera soutenu dans le futur. Le secteur emploie 3 millions de personnes, on a un talent pool de compétences internationales qui existe au Royaume-Uni. On a une culture universitaire qui est très établie, et donc bien évidemment un pool d'employés qui est là pour répondre à des besoins, et ce sont des personnes qualifiées également. Une attraction constante d'investisseurs internationaux. On a vu ces dernières années au Royaume-Uni une recrudescence d'installation de nouveaux fonds, de nouveaux VC, et aussi de renfort de leurs équipes en local. Donc des acteurs comme General Catalyst, des acteurs comme Sequoia par exemple, ont augmenté leur pool d'employés au Royaume-Uni pour servir justement la tech du pays et les startups du pays en général. On a des fonds comme Early Bird, au fonds européen, qui s'est établi aussi, et des fonds comme Lightspeed qui viennent d'avoir leur premier partner au UK établi, et qui est preuve aussi que voilà, si les fonds investissent sur ce pays, le secteur va être pérenne et continuer de grandir. Alors justement, où sont ces investissements et qu'est-ce qui se passe de façon sectorielle? Quels sont les secteurs les plus performants sur le pays? Bien sûr, Londres est synonyme de FinTech. Le Royaume-Uni est synonyme de FinTech. Du fait qu'historiquement, on est le premier acteur financier, bien évidemment, on capte ces développements de solutions technologiques liées au bancaire et dans l'investissement. Et la plupart des FinTechs sont établis à Londres. Ceci dit, la santé et le transport sont depuis, on va dire, ces 6 dernières années, des secteurs phares qui accueillent des investissements sur tout type de bande et à tout type de niveau d'entreprise. La santé, avec une raison forte, c'est qu'effectivement, on a des clusters et de la recherche et innovation très soutenus dans ce secteur au Royaume-Uni. On est aussi sur une population plutôt vieillissante. Les grands centres pharmaceutiques sont présents au Royaume-Uni. Les Pfizer et compagnie
sont présents ici et font beaucoup de collaboration en fait, recherche et développement avec des clusters startups et avec le milieu universitaire. Donc il y a vraiment un domaine de compétences sur ce secteur qui est très fort. La biotech est un secteur majeur du Royaume-Uni, très soutenu. Et on va dire, en termes de régionalisation, la santé, on est plutôt sur des villes comme Oxford, par exemple, qui ont donc ce capital universitaire très présent et qui permettent des collaborations entreprises et sociétés innovantes très très solides et souvent accélérantes aussi. Le secteur des transports, on est sur un pays où le secteur des transports, on va davantage se situer, vous voyez, d'un point de vue régionalisation, en Écosse ou dans le nord du pays. Et sur ce secteur des transports, on a, nous, un grand programme de rénovation du système d'infrastructure au Royaume-Uni. Mais au-delà de ça, ce sont des sociétés qui se positionnent auprès de grands acteurs pour développer internationalement leur business aussi. Donc on est sur un secteur qui a vraiment vocation à travailler à l'international et sur lequel les relais de croissance sont conséquents également. Il y a un changement véritablement notoire dans la composition sectorielle des investissements. Aujourd'hui, l'importance est donnée à l'impact. Les investisseurs britanniques vont aller chercher des sociétés innovantes qui répondent à des besoins à la fois gouvernementaux et à la fois privés. Et l'attractivité des sujets type ESG, donc environnement et social, l'inégalité des accès aux soins, l'agriculture durable, sont des sujets qui attirent de façon constante de plus en plus d'investissements et sur lesquels l'écoute du gouvernement est aussi très ajustée et très forte à l'heure actuelle. Donc, lorsque vous réfléchissez à venir au Royaume-Uni, je dirais la question qu'il faut se poser, c'est vraiment la raison d'être de l'entreprise, la raison d'être de votre service, de votre produit. Quelle est-elle et comment elle peut aider sur des sujets à impact comme cela? Parce que si elle le peut, il y aura véritablement une porte ouverte sur ce marché. On anticipe que les green tech soient le segment de croissance majeur en 2023-2025. L'EduTech vient aussi, l'EdTech vient aussi jouer sur ce tableau-là. D'accord, donc des secteurs très performants chez nous. Alors pourquoi le Royaume-Uni, en quelques mots, pour une start-up? Pourquoi ce marché-là peut être intéressant? On l'a mentionné, c'est une rampe de lancement pour les investisseurs internationaux. Aujourd'hui, les investisseurs qui veulent se placer sur ce marché viennent de tous les pays. Beaucoup des US, c'est très clair qu'ils ont une place majeure, mais l'ensemble des investisseurs européens sont aussi présents sur la place de Londres. Donc vous avez des passerelles qui existent sur ce type de relation. C'est une approche pro-innovation également des réglementations tech. Il faut savoir que le marché britannique, d'un point de vue standard, c'est un marché assez libéral dans son essence, mais aujourd'hui, les régulateurs, notamment, pour tout ce qui est fintech, les autorités de tutelle, pour tout ce qui est santé, par exemple, vont venir travailler sur des réglementations qui vont alléger certains sujets tech. L'un des sujets majeurs ces dernières années, ça a été l'intelligence artificielle. Et comment soutenir en fait ces entreprises qui travaillent avec l'intelligence artificielle pour que la réglementation leur permette par exemple de fonctionner en ce qu'on appelle Artificial Intelligence as a Service. Donc comment vendre ce domaine d'activité en tant que service en régulant de façon à ce que l'utilisateur soit protégé, mais aussi la start-up elle-même voit son domaine de compétences qui puisse être protégé et patenté aussi. D'accord. Donc tous ces sujets-là sont des sujets vraiment prévalents aujourd'hui dans les dynamiques de conversation avec le gouvernement. Et ça a été notamment un des sujets propres au budget 2023 qui a été soutenu par le gouvernement britannique. De la même manière, les investissements qui sont faits au niveau de la tech, on a 900 millions d'investissements qui vont sortir pour tout ce qui concerne l'informatique quantique. Vraiment pour soutenir ce secteur tech. Et c'est moteur pour le secteur. Le soutien au-delà de ça gouvernemental aux startups, il prend la forme, un peu comme en Espagne, on est sur la même dynamique en termes de prêts, de taxation préférentielle, de soulagement d'impôts, de dégrèvement d'impôts aussi. Et un point particulier, lorsque le Brexit a été vraiment mis en action,
c'est bien évidemment poser le sujet des visas pour les employés. D'accord ? Aujourd'hui, on ne peut plus juste envoyer ses employés comme ça aussi facilement que peut-être qu'on pouvait le faire avant au Royaume-Uni. Le gouvernement a mis en place pour ça ce qu'on appelle le Startup Visa, qui ouvre en fait les portes du recrutement sur un pool d'employés potentiels qui est international, puisque l'acceptation du visa, aujourd'hui obtenir ce visa au Royaume-Uni pour venir travailler pour une start-up est beaucoup plus facile. Le sponsoring de start-up pour ces visas est beaucoup plus aisé aussi. Et donc le gouvernement a allégé cette procédure énormément pour ce secteur, et c'est véritablement une mesure qui ne concerne que les start-up, d'accord, en général, mais particulièrement la tech. Le réseau historique au Royaume-Uni, et c'est certainement l'un des points les plus importants de l'attractivité du secteur au Royaume-Uni. C'est l'idée de ce réseau et de l'écosystème qui existe dans le pays. Il faut voir qu'au Royaume-Uni, les startups, ça fait très longtemps qu'on en parle, ça a été un des premiers pays à travailler de cette façon-là et à laisser ses petites pousses grandir. Donc aujourd'hui, l'écosystème est construit sur une base qui a plus de 10 ans, qui en a même presque plus de 15, d'accord ? Et ça veut dire que l'ensemble des acteurs du système sont intégrés. Les entreprises travaillent avec les universités, ça c'est historique au Royaume-Uni, mais forcément, avec l'idée de la start-up, des incubateurs, des accélérateurs, ça s'est encore plus étoffé. Et les associations et les clusters prennent aujourd'hui un rôle extrêmement important dans ce qui concerne la collaboration d'entreprises. Vous avez 400 incubateurs et 300 autres accélérateurs au Royaume-Uni. Alors le rôle de l'incubateur, il est bien évidemment, les deux se recoupent sur certains rôles, mais le rôle de l'incubateur ayant en plus de celui de l'accélérateur, qu'il vous permet d'avoir accès à des locaux au Royaume-Uni. Aujourd'hui, avec 400 incubateurs au Royaume-Uni, vous n'avez pas trop de mal à définir, selon votre région de cohérence, d'accord, par rapport à votre service, votre produit, quel est l'incubateur qui va avoir le plus de sens? Quel est celui qui va fournir le plus de mentoring, de coaching, qui va vous permettre de faire des tests techniques? Les accélérateurs et les incubateurs le font tous les deux de façon directe, c'est-à-dire qu'ils ne font pas appel à des ressources externes pour nécessairement travailler ces sujets-là, mais selon les secteurs, il convient de voir comment il est préférable de travailler. En général, les startups avec lesquelles moi j'ai pu travailler sont intégrer un incubateur pour l'aspect, on va dire, logistique, c'est-à-dire avoir un bureau, avoir ce networking en place facilement. Ils font partie d'un accélérateur pour notamment toute la partie technique, de validation de produits, de validation de concepts, de mise en place du MVP. Et tous ces acteurs, en fait, viennent là jouer un rôle clé dans la dynamique de la construction de la start-up sur le pays. Donc la petite carte qui est à droite vous montre le maillage des incubateurs et des accélérateurs. Les incubateurs étant en orange, les accélérateurs en bleu. Et clairement, la dynamique existe et vous voyez que c'est réparti sur l'ensemble du territoire. Donc là-dessus, ça vaut le coup de faire ses devoirs avant et de savoir quelle région est la plus pertinente, parce que ce n'est pas nécessairement le monde. Et il y a peut-être des allègements aussi financiers à obtenir en sortant de la ville de Londres. Alors, pour un petit exemple sur le marché, vous expliquer un peu comment on peut fonctionner auprès de startups pour les aiguiller dans leur développement. J'ai moi travaillé pour une startup qui est un développeur d'un éditeur de contenu éducatif gamifié. C'est un logiciel qui va venir, qui fonctionne en SaaS, et qui va venir travailler sur des outils de formation, par exemple, pour rendre le contenu un peu plus dynamique, un peu plus éducatif, un peu plus engageant auprès de la cible employée, enfants, staff. Notre mission, ça a été d'apporter une vision claire sur les enjeux du marché, donc établir cette étude de marché qui va dire voilà qui sont nos concurrents en local, voilà ce qu'il y a de différent avec votre concept. Et voilà comment on prioriserait cette société, par exemple. Elle avait 3 secteurs forts. Il y avait l'éducation, donc elle entrait dans les tech. Il y avait la formation de grandes entreprises.
Et puis, la formation, on va dire, plus gouvernement, associée plus au gouvernement, sur des sujets clés comme par exemple la cybersécurité ou des sujets clés comme les enfants, l'enfance et l'accès à l'enfance aux outils technologiques à l'Internet et comment bien utiliser l'Internet. Bien évidemment, sur ces 3 secteurs, sans implantation locale, c'était très compliqué de travailler, désolé, de travailler avec le gouvernement ou avec des acteurs de l'EdTech. Les universités et le gouvernement, ça aurait été quasi impossible de travailler avec eux. En revanche, d'être implanté sur place leur a permis de développer ces secteurs-là. Et le secteur priorisé dans l'attente de la mise en place de la filiale, c'était évidemment le secteur privé. Donc c'était trouver des grands comptes qui allaient pouvoir donner ce boost de revenus, de chiffre d'affaires, pour avoir quelques grands comptes à bord, prouver qu'il y avait un marché au Royaume-Uni aussi, prouver aux investisseurs locaux que, puisqu'on était dans une start-up en seed, d'accord, on était juste avant le Series A, et c'était soutenir cette action commerciale pour asseoir en fait le MVP. Et on dirait même le MLP, Minimum Lovable Products. Et l'idée, c'était véritablement de dégager du temps aux fondateurs, d'accord, et aux staff développeurs, pour qu'ils s'attachent aux produits et à gérer des projets actionnés, des projets qui sont en cours, travailler sur les outils qu'ils allaient mettre à disposition des différents acteurs. Donc, par exemple, un de leurs clients qu'on a réussi à avoir, c'était KFC. L'idée, c'était de travailler avec le département Learning and Development de KFC pour travailler sur les solutions de formation de leurs employés. D'accord ? Ils ont pu se consacrer entièrement à ça, pendant que nous, on s'attachait à développer le commercial et à leur trouver des pistes commerciales pour actionner leur pipeline. La réallocation de moyens pour perfectionner le MVP, c'était ça. La constitution d'un plan stratégique plus étoffé pour convaincre les investisseurs, c'est quelque chose avec lequel on a travaillé de concert avec eux pour dire voilà, aujourd'hui vous avez cette clientèle, nous notre pipe business développement, elle est constituée de telle manière, ça veut dire que vous avez du chiffre d'affaires qui va rentrer et des projections financières qui sont plutôt favorables. On les a aidés sur toute cette dynamique pour asseoir le courant d'affaires, pour aussi développer les liens avec le gouvernement britannique sur des sujets de développement et de produits adaptés. Et sur le côté éducatif, on a pu aller frapper à la porte, puisqu'on était établi en local à ce moment-là, de grands clubs universitaires qui avaient besoin de ces solutions pour former et leur staff et leurs étudiants. Donc il y a vraiment cette idée de recherche du réseau, de s'appuyer sur l'ensemble de la filière qui peut être développée. Et ça, en étant présent localement, les choses sont quand même beaucoup plus ouvertes. Les aides disponibles sont beaucoup plus intéressantes aussi. Et ça vaut la peine de se poser la question d'investir quant à l'entrée sur ce marché. Alors, pour reprendre un peu nos présentations et vous faire un petit condensé de comment on vous suggère en quelques étapes être présent sur ce marché, Lorraine m'a rejoint et on va ensemble vous présenter ces quelques points sur lesquels on aimerait vous sensibiliser et vous dire, voilà, si à votre place, pour venir sur les marchés internationaux, voilà les étapes qu'on considérerait. Alors, certaines, vous avez déjà certainement étudié le sujet, certaines, vous n'y aurez peut-être pas pensé, mais elles ont pour nous leur importance, et donc on voulait un peu vous faire un petit résumé des actions à mettre en place. Lorraine, je te laisse commencer sur le premier point. Merci Géraldine. Oui, du coup, c'est le fait d'avoir effectivement ce petit pense-bête qui regroupe tous les éléments auxquels on a pensé, de penser avec Géraldine, pour bien lancer un projet, que ce soit d'ailleurs Royaume-Uni, Espagne ou ailleurs. C'est quelques clés classiques que l'on va retrouver. Et bien souvent, c'est vrai que quand on discute avec nos clients, que ce soit start-up ou entreprise traditionnelle, on sent chez eux une volonté d'investir du temps sur un pays,
mais sans avoir forcément des étapes qui sont décisives, en tout cas très importantes lorsque l'on souhaite se développer à l'international et qu'on n'a pas forcément l'expérience de cela. Donc la phase initiale, effectivement, est d'abord connaître son environnement, donc que ce soit, comme on le disait, l'une et l'autre, avant de se lancer, il faut systématiquement connaître un minimum le marché, donc soit une étude qui peut se faire en interne, soit effectivement vous appuyez sur des intervenants extérieurs pour vous accompagner, pour savoir si effectivement, en termes de concurrence, avec qui vous allez vous retrouver sur le marché international, étranger, en termes d'acteurs locaux, en termes d'acteurs étrangers, encore une fois, savoir comment eux sont organisés, s'ils sont présents physiquement avec une filiale, s'ils se sont alliés à des partenaires qui sont présents sur place pour justement générer leur développement. Quel est aussi, en termes de consommateur, quel est le consommateur visé et où est-ce qu'il se trouve. Effectivement, on a deux pays qui sont assez régionalisés et par rapport à un produit ou service, ça peut faire une différence de savoir effectivement quelle région est la plus porteuse ou quelles sont les régions les plus porteuses. On n'est pas forcément amené à se développer sur l'ensemble d'un territoire. Un autre sujet aussi qui a son importance sur certains sujets notamment, c'est tout ce qui est réglementaire. C'est vrai qu'en Espagne, et je pense qu'en Angleterre c'est la même chose, au UK c'est la même chose, en fonction du secteur d'activité, la réglementation peut différer donc, au niveau national, mais pas seulement. On peut avoir certaines spécificités sur des activités qui sont réglementées de manière différente, en tout cas pour l'Espagne, en termes de communautés autonomes, puisqu'elles sont assez indépendantes sur certains sujets. Les réglementations peuvent varier d'une communauté autonome à l'autre. Il va en être de même sur les pratiques commerciales. Que ce soit pareil, UK ou Espagne, on ne va pas négocier de la même manière en Andalousie qu'au Pays Basque, de la même manière en Catalogne qu'à Madrid. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'il faut être un petit peu préparé pour savoir voilà, où est-ce que vous mettez les pieds, comment s'y prendre, quels sont les petits tips à avoir lorsqu'on se développe sur un pays ou sur une région en particulier. Ça rejoint effectivement le dernier point qui est apparu sur l'écran. En termes de régionalisation, nos deux pays ont quand même des différences très marquées en termes de région. Et donc, comme on le disait, en fonction du service ou du produit que vous proposez, il est bon de savoir quels sont les aspects que vous devrez prendre en compte pour aborder correctement le marché. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est tentant de se dire on aborde le marché depuis la France, on développe et on verra ce que ça donne. Sur l'ensemble des marchés, effectivement, vous pouvez peut-être commencer à travailler de cette façon-là, mais ça devient très rapidement assez limitatif. Être présent pour une start-up à l'international, c'est quand même extrêmement important, dans le sens où il y a une vraie cohérence à avoir avec son USP aussi. Aujourd'hui, on a quelquefois affaire à des startups qui nous disent « Oh, moi j'ai développé depuis la France » et quand on leur demande quel est votre facteur différenciant, c'est quoi votre réel USP, au-delà de certains aspects techniques, ils vont nous dire, et on l'a vu plusieurs fois, ils vont nous répondre la relation client. On est dans la relation client en tant que startup, on est très très proche de notre base de clientèle. Cette cohérence, vous la perdez si vous développez le marché britannique sans y être. Alors certains liens, et c'est vrai du marché britannique, c'est vrai du marché espagnol, c'est vrai de tout marché international. Certains liens, vous allez pouvoir construire de façon initiale avec peut-être certaines passerelles avec votre clientèle de base française, mais très rapidement, les gens vont vouloir voir un visage, les gens vont vouloir vous connaître en local, d'accord ? Sans mentionner que certains secteurs seront inabordables depuis l'étranger. D'accord, on mentionnait tout à l'heure l'EdTech. L'EdTech, c'est quand même beaucoup plus facile lorsqu'on est en local de travailler avec les centres universitaires, par exemple, sur tout ce qui est gouvernemental, de la même manière. Et ce sont quand même de grands comptes clients à considérer dans un développement d'activité. Le pool de talent local est effectivement à considérer aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'Espagne, du Royaume-Uni, on a des grands centres universitaires et aujourd'hui, nous au Royaume-Uni, on voit la tendance, c'est pour les startups de recruter de plus en plus des rôles juniors qu'ils vont faire monter dans leur hiérarchie, qu'ils vont former eux-mêmes en fait, pour être les leaders du futur, être les leaders du secteur.
Et ils sont accompagnés dans ces mesures-là par le gouvernement qui met en place des formations, par les incubateurs et les accélérateurs aussi qui mettent en place des formations. Donc ils sont appuyés, ils sont soutenus et ils forment ces talents locaux. De la même manière, quand vous êtes présent en local, vous pouvez faire ça. Vous avez aussi accès, comme on mentionnait tout à l'heure, à des individus qui sont déjà accoutumés à des pratiques locales, à des cultures d'entreprise, à des cultures d'affaires, et qui parfois vont peut-être même avoir des contacts avec certains investisseurs, avec certains cadres clients, avec d'autres startups, de par leur réseau parfois social aussi, qui pourront être bénéfiques. Donc la valeur d'être présent est vraiment réelle. La crédibilité commerciale, bien évidemment, ça va de soi, elle est plus importante. Les partenaires, trouver les partenaires pertinents, c'est aussi plus facile parce qu'ils sont d'un coup plus visibles. C'est des sujets sur lesquels on rebondit, il y a du bouche à oreille, il y a des aides qui existent pour trouver ces acteurs-là. Et les incitations et aides locales sont plus disponibles à des entreprises qui sont évidemment présentes localement. Donc, on en revient à ces incubateurs, à ces accélérateurs, ces clusters, ces aides, ces dégrèvements d'impôts, etc. Tout ça, vous ne l'avez pas si vous n'êtes pas présent sur notre marché international. Intégrer l'écosystème, c'est important aussi. Lorraine nous a parlé de la French Tech à Madrid, à Barcelone. Elle existe bien évidemment aussi à Londres et dans d'autres villes britanniques. Ça fait partie des relais qu'il faut actionner lorsqu'on arrive sur un pays pour commencer à intégrer cet écosystème et d'emblée, dès le démarrage, avoir ces relations qui se nouent. Ça peut prendre du temps parfois, mais il faut tout de suite les engager dès le départ, même si vous êtes une personne à venir sur le pays. Tout à fait, donc je prends le relais. Voilà, une fois que l'on a fait ses devoirs en termes d'études de marché, une fois que l'on est présent, il est important de pouvoir pérenniser son activité, son développement. Donc, par quel biais? Notamment, justement, en investissement, donc un investissement en temps et en moyens pour développer et maintenir une activité gagnant en volatilité. Donc, par quel biais? Effectivement, quand on souhaite se développer sur un pays, il faut adopter des codes culturels, notamment pour une image que l'on souhaite nationale ou régionale. Encore une fois, on va avoir une communication qui diffère un petit peu de région à l'autre, mais pour avoir une image qui soit cohérente par rapport au code culturel du pays. Donc ça ne s'invente pas. En général, on a besoin de se faire accompagner aussi, d'être pertinent pour savoir effectivement comment mener à bien une campagne de publicité, une campagne marketing, donc de se faire entourer par des acteurs nationaux qui soient aussi spécialisés peut-être justement dans cet environnement de start-up qui ait l'habitude de développer des codes qui soient appropriés, des relations médias qui peuvent se développer. Donc c'est pareil, là aussi en fonction des secteurs, de votre secteur, vous avez des supports qui sont pertinents et qui peuvent être effectivement en tout cas accélérateur de business dans nos régions. Et puis sur l'aspect networking face à face, ça on s'est retrouvé avec Géraldine, c'est très vrai dans nos deux régions, dans nos deux pays, puisque c'est synonyme d'accélérateur de prise de relation, de développement, effectivement, de networking, de partenaires, de clients, d'associations dans lesquelles on peut effectivement s'intégrer. Et ça c'est un travail que l'on peut faire simplement lorsque l'on est sur place. Alors ça peut être vous-même, ou ça peut être, comme on le disait tout à l'heure Géraldine, lorsqu'on se développe en Espagne ou en Angleterre, si l'on est amené à employer un local, ça permet toujours de gagner en temps, de gagner en pertinence et de gagner en efficacité. Donc ce networking face à face est indispensable, encore une fois, que ce soit vous qui veniez aussi, ça donnera de la crédibilité aussi à votre projet, mais effectivement avec des partenaires locaux, ça peut être tout à fait satisfaisant. Et on en revient aussi à investir aussi sur la participation à des salons, à des événements, ça peut être des événements nationaux, comme les salons que je pouvais évoquer tout à l'heure pour l'Espagne, mais ça peut être aussi des événements plus petits, plus confidentiels, donc sur des sujets encore plus spécifiques, très niches. Géraldine nous disait très bien, effectivement, il y a tout ce microcosme entre les clusters, les universités, les centres de recherche, les centres technologiques, qui organisent des congrès de façon à ce qu'effectivement il y ait une activité, une dynamique tout au long de l'année qui peuvent être intéressants et auxquels vous pouvez participer aussi.
Donc, investir pour pérenniser votre développement et votre activité sur nos pays. Et vous rendre effectivement visible. Alors la phase qui vient ensuite, c'est cette phase de croissance. Une fois qu'on est établi, comment on croît sur le marché et comment on consolide un peu cette activité. Participer à la vie de l'écosystème, c'est un des moyens de le faire. C'est-à-dire que c'est un peu l'idée de donnant-donnant dans un écosystème. Hein. Ce que vous allez obtenir d'un cluster, d'un incubateur, d'un accélérateur, il y a une forte dimension networking qui va venir vous asseoir votre compétence aussi. Participer à cette vie de l'écosystème peut vous permettre de partager des passions et de jouer ce rôle win-win avec d'autres sociétés ou avec certains acteurs qui vont venir travailler avec vous sur des aspects plus techniques. Consolider les partenariats, on parlait de trouver des partenaires pertinents. L'idée, c'est qu'effectivement, à terme, sur l'ensemble des pays internationaux, la fidélité paye énormément. Nous, au Royaume-Uni, les aspects, par exemple, réglementaires, donc tout ce qui concerne vos conditions générales de vente, par exemple, on ne peut pas dans le détail, mais des conditions générales de vente, des contrats d'abonnement, ce type de choses dont vous avez l'habitude en France, fonctionnera nécessairement de façon différente au Royaume-Uni. Et devront être encadrés par un spécialiste légal qui va vous réécrire ces contrats. Ça paraît être évident ou ça paraît être une broutille, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'au Royaume-Uni, vous êtes sur un marché, par exemple, de jurisprudence. Ça veut dire que c'est le contrat qui fait foi. D'accord? Donc si votre contrat n'est pas rédigé au Royaume-Uni, si votre contrat n'est pas fait dans les normes du pays, vous aurez des difficultés en cas de litige. Et on l'a vu, quand j'ai travaillé avec une start-up qui n'avait pas refait ses contrats, faisait signer des contrats français à des abonnés britanniques. Ils se sont retrouvés en litige financier et le paiement de leur facture, puisqu'on était en abonnement, ça continuait de tourner, hein, s'est réglé devant le juge, qui leur a dit vos contrats étaient des contrats français. Donc, ce sont des petites choses, mais il faut vraiment consolider ces partenariats, consolider l'administratif de votre entreprise de façon très claire, que rien ne soit laissé vraiment à l'écart. Et puis, mesurer les attentes des investisseurs, c'est important, parce qu'un investisseur dans un pays n'aura pas les mêmes préoccupations, quelquefois, que dans votre pays d'origine. On parlait de l'impact au Royaume-Uni. Il y a énormément de sujets, nous-mêmes, j'ai aussi parlé de ces secteurs performants. Il y a énormément de sujets qui sont propres au pays spécifique, même si l'investisseur n'est pas du pays même et qu'il y est lui-même installé. C'est-à-dire qu'un investisseur US au Royaume-Uni aura une différente appréciation, un différent jugement de la valeur d'une entreprise, pour lui, qu'il pourra l'avoir en Espagne ou qu'il pourra l'avoir en France. Donc c'est important de mesurer cela. Et ça se passe par networking, ça se passe par conversation avec les investisseurs en amont aussi. Et toute la base d'investir dont Lorraine vous a parlé joue ce rôle aussi de mesurer les attentes investisseurs. D'accord? Donc on est vraiment sur une dynamique qui ne s'arrête jamais pour une start-up. On est toujours en réévaluation. Les marchés changent vite. On sait, nous au Royaume-Uni, et c'est la même chose en Espagne, c'est un secteur qui a été extrêmement résilient ces dernières années. Hein, on a eu une pandémie, on a eu une guerre en Ukraine, on a eu une hausse du coût de la vie. En prime, au Royaume-Uni, on avait des petites turbulations politiques l'année dernière. Le secteur continue de grandir et de suivre son développement. C'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Vous avez une assise, vous avez des bassins qui vous accueillent dans chaque pays. Il faut en profiter au maximum et venez avec votre fleuron French Tech, mais en ayant l'ambition de l'adapter aussi au marché local de la plus simple des manières, mais aussi de la plus efficace des façons. C'est un peu le message qu'on voulait vous donner aujourd'hui et on est bien sûr là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour vos deux présentations, les panoramas faits, les clés données.
On a un petit peu dépassé déjà l'horaire de notre fait, hein, de démarrage technique de Traviole au départ. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à nos représentantes. Juste comment on peut rester en contact si on est intéressé justement par... Yann, nous n'entendons pas quand on est bloqué. Oui, le micro est coupé. Ah oui, le micro. Je pensais que c'était le micro de la salle qui devait fonctionner. Oui, bien sûr. Oui, la question qui était posée par Racing Sud, je crois. Non, pas Racing Non, Sud. pardon. Provence Promotion. Provence Promotion. Merci. C'est comment on peut rester en contact, s'il vous plaît, si, par exemple, on est intéressé à détecter des projets chez vous, justement, qu'on pourrait accompagner en France. Après, évidemment, on pourra faire vice-versa, parce que nous, on travaille en partenariat avec la French Tech, avec les incubateurs et accélérateurs ici en France, pour avancer dans la métropole. Alors, pardon, si on sourit tous, c'est qu'il y a mon agenda qui vient de s'ouvrir et qui annonce une pizza partie depuis 10 minutes. Voilà. Je me permets de répondre et ça va me permettre de donner la main aussi à Emmanuel Cartous qui est là et qui précisément est là pour faire ce lien. Emmanuel, je t'en prie. Je profite du coup, parce que c'est la bonne transition. Alors je me présente, je suis Emmanuel Cartous, je suis chargée d'affaires internationales au CIC. Et donc mes missions, effectivement, c'est d'accompagner les entreprises de PME, TI, innovantes, clientes et prospects du CIC à l'international sur la région d'Aix et Marseille. Donc voilà, dans mes missions, alors il y en a deux principalement. Il y en a une, c'est l'accompagnement sur le quotidien, l'opération opérationnelle, donc tout ce qui est nature, opération internationale, technique, moyens de paiement, internationaux, les préfinancements, les garanties export, les formations. Donc, il y a ce volet-là au niveau opérationnel. Et après, il y a ce niveau, effectivement, dans le développement du commerce à l'étranger. Et ça peut être aussi à l'inverse dans la recherche de fournisseurs, partenariats, voire implantation sur des pays. Je fais le relais, je fais le lien effectivement avec les bureaux de représentation. Oui, je vais vous laisser mes coordonnées. On a aussi, j'en profite, on a aussi donc, avec les bureaux de représentation, donc en fait on en a 48 dans le monde entier pour toutes les zones. On a aussi notre club, c'est international, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'en entendre parler, voilà, qui accompagne aussi et qui vous guide dans toute cette démarche à l'international. Donc je vais vous laisser mes coordonnées, je vais vous laisser des cartes. Je suis désolée, je peux pas partir. Oui. Non, il n'y a pas de souci. Je vais vous laisser ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Comment vos bureaux de représentation se positionnent par rapport à des structures comme Unifrance ou même une mode de start-up, par exemple, que directement aller voir une société de l'énergie qui est spécialisée là-dedans, qui va aider à... Oui, je ne sais pas si Lorraine et Géraldine, vous avez entendu la question. Non, c'est pas évident. Complètement. Oui. En fait, c'est comment est-ce que les bureaux de représentation, pour représenter, mais les autres aussi, se démarquent par des structures équivalentes. On a évoqué Ubifrance à l'instant, ou des cabinets de conseil. Alors, en fait, sur l'activité, elle a été développée, en tout cas en ce qui concerne le CIC, il y a une quarantaine d'années, par le biais de bureaux de représentation. Donc, selon les pays, nous sommes constitués de structures un peu différentes, mais voilà, de petites structures. Et la particularité aussi de notre accompagnement, en général, c'est qu'elle est dédiée en fait aux clients banques. Donc, ce qui nous lie en termes de démarche, parce qu'effectivement, si souhaitons garder des clients et fidéliser, l'objet est quand même bien de faire en sorte que l'accompagnement aboutisse à des développements qui soient le plus pertinents possible pour justement que ces clients soient satisfaits et puissent développer des courants d'affaires dans le pays. En contrepartie, effectivement, en général, les clients qui sont satisfaits, qui arrivent à se développer sur nos zones, laissent une partie des flux bancaires au CIC. C'est ce qui nous démarque un petit peu. Après, en termes de démarche, la vocation est bien d'accompagner les entreprises internationales. Nous sommes liés encore davantage à ces entreprises, à ces startups, puisqu'elles sont en principe clients. Alors elles peuvent le devenir aussi, hein. C'est pas... Oui. Elles peuvent le devenir aussi. Elles peuvent le devenir aussi, tout à fait. Oui, mais c'est voilà. L'une pour Lorraine,
Ouais, effectivement, la vocation, c'est qu'on travaille tous ensemble dans la même. La vocation est la même pour l'ensemble de ces acteurs, mais on travaille, nous, au CIC, plus particulièrement, dans la même direction que l'entreprise qu'on accompagne. Dans le sens où on a les mêmes objectifs et la même raison d'être des missions qu'on mène. Une différence aussi par rapport aux acteurs que vous mentionniez, c'est que certaines relations sont notamment, je pense, quand on essaye de s'implanter et de gérer une activité sur place, on dispose, c'est vrai, de relations privilégiées avec certains organismes bancaires. Les bureaux de représentation, étant des bureaux de représentation bancaires, disposent de relations avec des banques locales particulièrement privilégiées et un tissu d'experts qui peuvent intervenir sur des sujets comptables, légaux, etc., qui n'est pas limité, mais dont par contre on a une expérience parce que ce sont des acteurs avec lesquels on travaille depuis des années. Donc on a ce réseau-là aussi à mettre à profit de nos clients et les clients avec lesquels on travaille. Dans les mises en relation, d'ailleurs, on a parlé rapidement du club CIC International. C'est vraiment l'idée au départ de la création de ce club, c'est d'avoir des adhérents qui fonctionnent à l'international dans les deux sens, import, export, ou parfois conseil, et c'est ces mises en réseau aussi qui sont travaillées régulièrement. Des opportunités business, etc. Voilà, ça fait partie de... Après, pour parler des bureaux de représentation et des rendez-vous qui peuvent avoir lieu, les premiers rendez-vous, en fait, sont des rendez-vous de prise de connaissance réciproque. Quelque part, il y a un cahier des charges ou une problématique qui est définie de votre part, et le bureau se dit compétent, pas d'ailleurs, j'ai déjà entendu sur certaines missions ou certains objectifs de déploiement, finalement, ressortir la conclusion que c'était peut-être pas le moment ou le lieu, etc. À l'inverse, si effectivement le bureau se dit compétent, il y a une mission qui est proposée. Après, ce sont des jours hommes qui sont facturés, mais il faut savoir qu'on gagne pas d'argent sur ces missions-là, parce qu'effectivement la relation, elle est celle de développer le flux de business pour vous, et donc derrière les flux bancaires. Donc, voilà. Et très ouvert en architecture, c'est-à-dire vraiment on n'est pas que sur le sujet de la banque, loin s'en faut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, la condition sine qua non, c'est bien entendu la bonne inscription. Alors, on organise des rendez-vous pour étudier vos sujets et faire connaissance sans forcément que vous soyez encore client, bien volontiers. Ensuite, si effectivement ce qu'on peut proposer, enfin si en clair votre besoin correspond à quelque chose qu'on sait traiter, après effectivement ça passe par une entrée en relation bancaire et ça permet d'aborder bien d'autres sujets aussi. Parce que si vous voulez, nous les startups, on a besoin d'un pôle qui est dédié aux startups. Parce que les startups, nous ne sommes pas comme les autres entreprises, ça n'a rien à voir. Nous ne fonctionnons ni rien, je suis à la tête de plusieurs entreprises dans plusieurs domaines. Donc là, aujourd'hui, je représente une startup qui est spécialisée dans la dépollution de moteurs thermiques et industriels par hydrogène, avec des solutions très innovantes dans la baisse de consommation de carburant par intelligence artificielle avec l'algorithme. Moi, par exemple, je suis franco-israélien, donc j'ai une partie de développement en Israël et je commercialise en France. Donc, moi, je vais avoir, par exemple, dans mon cas, moi, en particulier, je vais avoir besoin d'une cellule de chez vous, de quelqu'un de chez vous qui peut me recevoir, qui peut comprendre, qui peut échanger avec moi. Oui. En fait, on a fait une petite introduction tout à l'heure, vous êtes arrivé un peu après, effectivement, juste pour reprendre, la filière innovation du CIC, elle est faite pour répondre à ce que vous êtes en train de soulever là. C'est-à-dire que les chargés d'affaires entreprises ou les chargés d'affaires professionnels référents innovation sont des personnes, comme Anne-Sophie qui était un petit peu plus loin derrière vous, Anne-Sophie Rotigliano, sont des personnes qui sont dans l'écosystème, parlent le start-upper, connaissent la sémantique, connaissent les différentes phases de développement. Après, on est banquier, mais pas investisseur, ça aussi c'est un sujet. On reste banquier courant, on sait aborder un certain nombre de sujets avec nos clients qui ne sont pas encore des financements. Et le financement, on va souvent le regarder au moment où vous accélérez les ventes, au moment où il y a
fonds d'investissement qui viennent, plutôt en série A. Il y a une partie BPI sur le financement de la R&D et puis une partie de dette bancaire non dilutive sur l'ensemble de votre levée. Puis on va étudier souvent d'ailleurs à plusieurs banques. Hein. C'est un domaine où on est assez peu concurrents les uns des autres. On est quelques banquiers d'innovation et on exactement. C'est la mienne à l'heure actuelle. Et on regarde ensemble. La CMC, ils font pas. Par exemple, voilà. ce sont des gens très bien, mais ils n'ont pas la filière innovation dédiée. Et une deuxième question que j'avais, si c'est possible, c'est qu'en ce moment, on parlait avec une famille de Qataris qui veulent fortement investir dans notre entreprise. Est-ce que vous avez un service qui accompagne aussi ces contrats-là à l'international? Alors, la première réponse que je fais, c'est un rendez-vous avec le bureau qui couvre la zone, qui permettent ensuite, effectivement, de peut-être vous donner quelques précisions, ou confirmations, ou au contraire warning, parce qu'il y a les aspects us et coutumes, il y a les aspects aussi peut-être, comment les exprimer, il ne faut pas avoir n'importe quel investisseur qui vienne en capital. Voilà. La provenance de l'argent, etc. Voilà. Des problèmes comme ça aussi. Notamment. Et là, clairement, les bureaux appuyer des réseaux bancaires aussi, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le CIC a des bureaux à l'international, mais sur les réseaux d'agences en eux-mêmes, on a un réseau d'agences en Espagne et en Allemagne, par exemple, mais on n'a pas des agences CIC partout dans le monde, au sens de... en revanche, les mises en relation sont... À Londres aussi, vous y êtes. À Londres, on y est sur le bureau de représentation. Ouais. Vous travaillez aussi avec Marseille Innovation? Alors, on est partenaire de Marseille Innovation, hein, d'ailleurs, j'allais dire presque de la première heure quand on a créé notre filière. Le CIC Place de l'Innovation est à Léon-Gambetta, hein, à 2 pas d'ici. C'est d'ailleurs un lieu totem pour nous. Hein, donc, on a nos bureaux, les charges d'affaires entreprises innovantes sont sur place, c'est pro. On a les startups qui sont suivies par Marseille Innovation. Alors, peut-être. Et on est en partenariat avec eux. Donc, ça va être plus facile pour vous, parce que nous, on fait partie de Marseille Innovation. Après, on n'est pas cloisonné là aussi sur les partenariats. Hein. Madame vient de la CleanTech par exemple, hein, et c'est vrai que sur la CleanTech, on a un certain nombre d'entreprises qu'on peut suivre, des accompagnants, des experts qui travaillent aussi avec nous. Après, l'idée, c'est de savoir qui fait quoi sur l'ensemble des accompagnants, des conseils, et puis aussi d'orienter. C'est aussi un de nos rôles parfois, si tenter, il n'y a pas déjà toutes les infos. Hein. Voilà, peut-être une autre question pour terminer. Oui, merci. Est-ce qu'il y a un niveau d'avancement par rapport à la start-up? Ou on peut se lancer parallèlement, on va dire, en France, à l'Espagne, au Royaume-Uni? Alors, je vais reformuler la question parce que Lorraine Géraldine, vous n'entendez peut-être pas. Madame vous posait la question de savoir s'il y avait un niveau d'avancement pour une start-up pour la France ou l'Espagne, mais d'avancement pourquoi? Oui, ça veut dire qu'avancement du projet, ça veut dire qu'il faut être déjà constitué ou on peut le lancer parallèlement dans 2 ou 3 pays. Alors, d'un point de vue, alors c'est vrai que d'un point de vue c'est une question intéressante, parce que d'un point de vue de la progression d'une start-up, on dit toujours que l'internationalisation devrait arriver en série C, d'accord, en série C. Dans la pratique, c'est pas nécessairement vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec pas mal de startups pour lesquelles l'internationalisation était un sujet des premiers jours, d'accord? Parce que l'activité même, le produit, le service, demandait à ce que d'autres sources de revenus et puis l'expansion soient au cœur en fait, de la stratégie commerciale et de développement de la société. Maintenant, est-ce qu'on peut commencer à est-ce qu'on peut s'implanter dans un pays international sans même avoir vraiment de base en France ou ailleurs? Au niveau du Royaume-Uni, oui, c'est possible, dans le sens où vous pouvez créer une entreprise de plein droit qui ne sera pas forcément filiale d'une autre au Royaume-Uni et commencer à intégrer l'écosystème start-up, quel que soit votre domaine d'activité. Je pense que la réflexion qui doit être menée est la même, ceci dit, que celle qu'on a évoquée pendant notre présentation. Il faut bien comprendre le marché. Pourquoi c'est le marché prioritaire? Est-ce que c'est parce que c'est le premier marché en Europe et que vous voulez être présent là d'abord avant d'y être ailleurs? Pertinence, visibilité, chiffre d'affaires, etc. Est-ce que vous avez les moyens de le faire? C'est-à-dire qu'en tant que résident en France, est-ce que l'idée d'ouvrir la start-up au Royaume-Uni
il y a un projet personnel derrière qui va vouloir dire que vous devez être installé au Royaume-Uni. Par exemple, je prends le cas du Royaume-Uni, mais ça peut être, c'est vrai dans n'importe quel pays. Donc je pense qu'il y a sur l'international, il y a vraiment une question propre à se poser à chaque entreprise, de se dire l'international, ça joue tel rôle dans mon développement. On a vu des startups commencer dès le départ avec un sujet de développement international collatéral à leur développement domestique, et d'autres qui attendent plus tard. Ça dépend véritablement de votre activité, de vos moyens de développement aussi, et de la stratégie plus globale de la startup. Ouais, je te rejoins complètement, Géraldine. C'est vrai qu'il n'y a pas de frein a priori pour mener un développement parallèle sur différentes zones. Néanmoins, il faut que vous vous assuriez d'avoir les moyens humains et financiers de pouvoir aborder ces différents marchés, parce que chaque marché va vous demander un investissement propre. Donc, si vous êtes seul, c'est compliqué. C'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de développer, de penser à votre stratégie et de dire, voilà, si je suis seul, il vaut peut-être mieux me concentrer sur une zone. Et ensuite, quand je serai déjà assez bien assise sur cette première zone, j'évaluerai le potentiel de développement que je peux, moi, mettre en phase pour voilà, une seconde zone éventuellement, voire une troisième. Mais a priori, il n'y a pas de frein pour un lancement multi-zone. Vous savez pas. Simplement, ce sera vos freins en fonction de votre stratégie et puis nos capacités à suivre. Parce qu'à chaque développement, on l'a sur les startups, mais on l'a aussi sur les entreprises traditionnelles, on se rend compte que parfois, quand elles souhaitent se développer sur différentes zones en parallèle, ensuite, en interne, elles n'ont plus les moyens de répondre aux différentes sollicitations de partenaires, de clients potentiels, etc. Donc, c'est ce qui devient finalement un handicap. Alors qu'il y avait tout le potentiel pour s'y développer et s'y développer de manière efficace. Je crois qu'il y avait une dernière question, peut-être. Un partage d'informations, c'est qu'il y a une autre façon qui est faite au niveau européen, puisqu'on parlait du léopard, hormis le Royaume-Uni, qui était un programme qui s'appelle Erasmus pour les entrepreneurs, qui permet justement d'avoir ce véhicule, d'aller par exemple à 6 mois dans un autre pays, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour justement tester le marché et aller pourtant suivi en local par des entrepreneurs. C'est quelque chose qui est en plus pris en charge par l'Union européenne et qui facilite en fait ce travail en complément. Et à la limite, être en compagnie directement sur place aussi. Entendu, c'est intéressant. Géraldine et Lorraine, vous avez déjà vu des startups justement venir quelque part tester le marché par Erasmus pour les entrepreneurs? Pas encore. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais demander à Blandine qui dirige la French Tech de Madrid, pour savoir effectivement s'il a des premiers retours. C'est un programme récent. Mais c'est vrai qu'il existe tout un panel d'aides et de facilitateurs, en fait, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, pour justement attirer dans les différentes zones géographiques que l'on mentionnait, les entrepreneurs et leur faciliter la tâche. Donc le tout est de savoir par quel biais commencer et attaquer ces marchés-là et comment se faire aider au mieux, parce que voilà, il suffit d'être au courant pour avoir la possibilité de choisir, mais encore faut-il avoir l'information en amont. Comme là, vous venez de partager cette possibilité Erasmus pour les entrepreneurs. On va terminer là, mais c'est peut-être qu'un début, hein, parce que derrière, on pourra avoir quelques échanges et puis des rendez-vous plus individualisés par la suite. 1000 merci, Lorraine, Géraldine, à vous deux. Je ne sais pas si Arnaud Londres est toujours connecté avec nous. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il avait un rendez-vous à midi. Oui, que je n'ai pas salué tout à l'heure, mais qui est notre responsable à l'international au niveau de la banque. Et voilà, à bientôt. Merci encore. Merci à tous les participants aussi pour les questions très intéressantes et ou les remarques ou ajouts de faits. Voilà. Merci. À bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir. Ok. On a un petit peu débordé du cadre des horaires qui était prévu, même pas mal. J'espère que ça vous a intéressé. C'est vraiment un aperçu de l'ensemble des dispositifs
d'accompagnement, c'est vraiment de vastes sujets. Donc après, que ce soit par le biais de la French Tech, vous venez nous retrouver directement sur LinkedIn, où Emmanuel a amené son stock de cartes là, donc n'hésitez pas. Voilà. Ouais, et je vous souhaite un bon appétit aussi, parce que ça commence à être un petit peu On a nos bureaux effectivement et ici on se réunit le laboratoire de Biaria. D'accord. Et c'est un peu notre Potane également. Oui, ça va, c'est bien, c'est ça, c'est ça. Moi, je fais plutôt la relation client. On fait déjà recevoir des problèmes, derrière, on va chacun reprendre nos occupations, effectivement. Oui, quelque part, vous êtes là, il faut nous envoyer un truc. c'est l'ancien là qui t'a envoyé la C'est la première question. Merci beaucoup de m'avoir C'est tout ça qu'il faut bien définir. Ça doit être la même chose, je cette démarche commerciale, c'est nos partenaires qui ont élargi des gens qui sont internationaux. Bon, écoutez, est-ce que par votre chemin, oui, ils veulent qu'on fait c'est des boutins renouvelables sur le monde des alors, il y en a des poussins classiques, des conditions, 5 tonnes qui sont
Ça, c'est des nouveaux modèles, pas des modèles que je voudrais mettre, c'est des modèles qui sont déjà. Ah, merci madame. Et qui vont apprendre de construction. Mais il y a pas de donc on peut vous appeler pour avoir Je vous invite à regarder tout ce que je vous dis, vous mettre en photo, vous allez comprendre. C'est en fait une grosse restagadère rose dans un atelier. Rose par contre, ça permet à la fois la création de pour le moment, Mais je vais lancer cette donc conférence de vraiment, il n'y a pas pour les parents, pour l'application, donc ils s'intéressent pour m'encourager en l'espagnol et aussi je suis allée la recherche je me demande comment c'est très lié parce que le sujet ça va faire bien la stratégie aussi.